Ça fait longtemps que j'avais pas fait une intro comme ça. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'une vie de mathématiques. Enfin, après 9 mois d'absence, tout ça pour vous dire que le temps passe, mais alors à une vitesse. Et donc pour ce nouveau numéro d'une vie de mathématiques, je vais vous partager, en tout cas je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne l'écriture d'un article de recherche. Et ce qui est plutôt cool avec cet épisode, c'est que c'est assez indépendant des précédents épisodes. Donc même quelqu'un qui n'a pas suivi les précédents épisodes peut suivre cet épisode. Allez, trêve de mondanité, rentrons dans le vif du sujet. Alors je vais commencer d'abord par éviter de faire un rappel des épisodes précédents. Je pense qu'il n'y en a clairement pas besoin pour comprendre ce que je vais raconter ici. Par contre, je vais vous dire 3 petites choses qui me semblent assez importantes à mentionner. Tout d'abord, je vais vous expliquer les choses selon mon point de vue. Il est possible que d'autres gens travaillent d'une manière différente, que ce soit légèrement différent ou grandement différent. Tout ce que je vais vous expliquer, c'est selon mon point de vue. La deuxième chose que j'aimerais mentionner, c'est le fait que je ne vais pas rentrer dans des technicités très lourdes, notamment des technicités autour des logiciels que j'utilise pour l'écriture d'articles. Je fais ici mention notamment de LaTeX. Je pense que ça vaudra la peine que je vous fasse une vidéo entière dédiée à ce sujet plus tard. Je veux essentiellement ici vous parler du processus d'écriture. Et enfin, pour éviter de faire trop de rappels mathématiques, je peux vous inviter à aller jeter un coup d'œil à la saison 1 du Point Recherche. Cette saison 1 parle notamment de tout ce que j'ai pu faire en recherche pour en aboutir à mon premier article de recherche, qui servira notamment d'exemple pour vous faire comprendre comment l'écriture de cet article s'est effectuée. Alors maintenant on est parti, on peut y aller. Bien évidemment, pour pouvoir écrire un article, il faut avoir un résultat. Et cela ne consiste pas seulement à devoir taper sa tête contre un tableau pendant plusieurs mois. Déjà rien que le processus de la recherche c'est assez long, je vous ai aussi fait une vidéo précédente vous parlant de comment on peut effectuer de la recherche, en tout cas comment cela peut fonctionner. C'est déjà un processus en lui-même assez long. Alors une fois qu'on a un résultat, on va appliquer une première règle, une règle que j'ai apprise pendant mes années de doctorat, c'est la règle d'unicité du résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour écrire un article, il ne faut pas s'amuser à emboîter plusieurs gros résultats dans un seul article. Alors on peut très bien mettre un gros résultat et plusieurs corollaires à ce résultat, mais on ne peut pas se permettre de mettre plusieurs gros résultats dans un même article. Cela peut nous faire perdre à la fois en clarté et en concision sur ce qu'on voudrait raconter. Donc la règle d'unicité me dit qu'il va falloir faire en sorte qu'il y ait vraiment un gros résultat qui ressorte de cet article. Pour motiver l'écriture d'un article autour de ce résultat, il faut aussi s'assurer qu'on est capable de raconter une belle histoire autour de ce résultat. Oui, je fais des guillemets avec mes doigts, j'ai 30 ans, j'ai le droit de le faire. Alors quand je dis belle histoire, il faut se poser la question, est-ce que ce résultat va piquer l'intérêt de nombreux mathématiciens dans le domaine? Alors nombreux, ça aussi, c'est une quantité qui peut varier, mais il faut juste se poser la question, est-ce que ça va être suffisamment pertinent pour qu'un assez grand nombre de mathématiciens puissent s'intéresser à ce résultat, voire même potentiellement l'utiliser? Alors prenons l'exemple notamment de mon premier article. Dans ce premier article, le gros résultat, c'est surtout de pouvoir caractériser des catégories, une famille de catégories, parmi lesquelles on va obtenir des catégories qui sont canoniquement retrouvables de Jordan ou retrouvables de Jordan. Voyons dans un cadre un petit peu plus général, les algèbres aimables. Les algèbres aimables, c'est une thématique assez importante parmi les mathématiciens qui travaillent en théorie de représentation de Carquois et éventuellement en combinatoire. Et la notion assez nouvelle aussi que j'explore, c'est cette notion de retrouvabilité de Jordan. Et ce qui peut être assez intéressant, en tout cas ce qui peut motiver ce résultat, c'est le fait justement de gagner en compréhension sur ce qu'est cette notion de retrouvabilité de Jordan. Il y a quand même quelques motivations, le fait que je touche à des algèbres aimables, le fait que j'étudie des catégories qui doivent vérifier une certaine condition, et l'aspect combinatoire que je cherche à amener dans ce résultat. Alors bien sûr, on pourrait dénigrer ce résultat. Quand je dis dénigrer, gentiment, au sens où est-ce que ce résultat est vraiment pertinent par rapport à ce que je veux apporter dans ces domaines-là. Il faut quand même s'être posé un peu la question avant de se lancer dans l'écriture d'un article. Et ne pas écrire un article en se disant « bah tiens, j'ai un résultat, allez hop, article ». Généralement, ça ne marche pas comme ça. Il faut non seulement avoir un résultat, mais aussi
s'assurer que ce résultat a de la pertinence. Et donc il faut se poser la question, est-ce qu'on est capable aussi de raconter une assez belle histoire autour de ce résultat? Alors ne vous en faites pas, bien sûr, quand on est doctorant, on n'a pas forcément une idée précise de à quel point un résultat vaut la peine d'être écrit sous la forme d'article. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend pendant le doctorat et notamment qu'on apprend grâce à notre encadrant ou nos encadrants. On va dire c'est une espèce de gain d'expérience et c'est nous-mêmes au fur et à mesure qui allons commencer à juger si tel ou tel résultat peut être pertinent à obtenir ou en écrire un article. Alors comment on commence l'écriture d'un article? Alors la première chose qu'il faut écrire, c'est le résultat et tout le contenu mathématique qui entoure en fait ce résultat. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends ici écrire le résultat, puis écrire les preuves associées à ces résultats. Et se poser beaucoup de questions sur l'écriture de ces preuves. Et c'est ça qui est assez fou déjà, c'est que quand on commence à taper les résultats et qu'on commence à taper les preuves, eh bien, on gagne du recul, et de plus en plus de recul sur ce qu'on avait compris sur ce résultat-là. En tout cas, sur les premières idées de preuves qu'on avait au tout départ. Plus on avance dans l'écriture d'un article, plus on se rend compte que finalement, les premières preuves qu'on avait écrites ne sont pas tout à fait correctes, qu'il faut corriger certains points, qu'il faut peut-être améliorer certains points, réintroduire certaines notions, etc. Et c'est déjà en cela que ça peut être un long processus. Puisqu'on a beau avoir une première preuve de ce résultat, cette première preuve est généralement imparfaite. Il faut prendre encore du temps pour gagner en recul sur ce qu'on a compris, sur les idées de preuve que nous avions, et voir que petit à petit, peut-être qu'il y a certains points qui n'étaient pas tout à fait bien expliqués et qui, en les écrivant, on se rend compte qu'elles n'étaient pas très bien expliquées et qui nous demandent plus de travail pour pouvoir les expliquer. Et c'est comme ça que les premières parties d'articles vont s'écrire. Puisqu'on va écrire le résultat, on va écrire les premières preuves, et puis ensuite, on va essayer de se poser la question, ok, comment l'écrire de manière assez jolie pour pas qu'on se retrouve non plus avec une énorme preuve de plusieurs pages. Je prends l'exemple d'un résultat assez populaire, le dernier théorème de Fermat. Ce théorème qui dit que l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n n'a pas de solution où le triplet x, y, z sont des entiers strictement positifs à condition que n soit supérieur ou égal à 3. Il est généralement répandu que la preuve de ce résultat, en tout cas celle que l'on connaît, on prend un très grand nombre de pages. Mais en fait, ce nombre de pages, c'est pas une seule preuve en un seul bloc. C'est plusieurs petits résultats, souvent introduits sous la forme de lemmes ou de propositions, qui nous amènent petit à petit à une preuve du gros théorème. Et donc c'est aussi comme ça qu'il faut penser l'écriture d'une preuve d'un résultat. Il ne faut pas se dire, je vais écrire la preuve du résultat en un seul bloc. Généralement, on y a déjà suffisamment réfléchi pour avoir une idée première de la preuve qu'on pourrait écrire. Et cette idée première est généralement assez longue. Et donc la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est comment est-ce que je peux découper cette preuve sous la forme de différents lemmes ou différentes propositions. Et puis se dire comment on pourrait réorganiser le tout pour que cela fasse sens et qu'il n'y ait pas non plus de quiproquo sur l'ordre dans lequel on prouve les choses. Parce que bien sûr, il y a un ordre, il faut introduire les objets correctement, étape par étape, pour arriver finalement à un résultat final qui soit cohérent. Donc il y a toute une question de structuration de la preuve déjà à se poser, et tout en structurant cette preuve, il y a aussi des questions sur est-ce que, parmi les questions qu'on pourrait se poser, est-ce que la preuve est suffisamment détaillée, et si le détail n'est pas suffisant, on va s'en rendre compte en l'écrivant. Beaucoup de questions vont nous traverser l'esprit, et au fur et à mesure de ces questions, il faut essayer d'y répondre en se disant est-ce que la preuve est suffisante pour répondre à ces questions? Est-ce que quelqu'un qui lirait la preuve aurait compris ce que l'on pense par rapport à ce qu'on écrit? Encore une fois, les mathématiques, c'est aussi de la communication. Et donc c'est important de faire en sorte que ce que l'on écrit soit le plus compréhensible possible pour n'importe quel autre mathématicien qui travaille lui aussi dans le domaine, puisse comprendre la preuve. Alors, le fait que je dise que le mathématicien soit plus ou moins dans le même domaine, ça a son importance. Pourquoi ça a son importance? Parce qu'on ne va pas s'amuser à faire un rappel de toutes les choses qu'il faut connaître afin de comprendre le résultat qu'on cherche à démontrer, ou en tout cas qu'on cherche à exposer. Vous imaginez la taille de l'article si on devait vraiment tout rappeler point par point avec les différents résultats et les différentes preuves. Alors certainement que vous n'imaginez pas, mais vraiment pensez à l'idée par exemple de démontrer ce théorème de Fermat, ce dernier théorème de Fermat. Il a fallu amener notamment des outils autour des courbes elliptiques, et dans ce cas-là, il aurait peut-être fallu réécrire toutes les preuves autour des courbes elliptiques.
toutes les preuves des résultats déjà connus. Ça paraît un peu fou quand même. Je pense que si on veut faire en sorte que l'article soit le plus compréhensible et aille le plus droit au but, ça a son importance. Il faut faire en sorte que ce qu'on écrit soit le plus compréhensible pour une certaine communauté. Et donc malheureusement, on ne pourra pas faire en sorte d'écrire une preuve qui soit compréhensible par n'importe qui. On va donc faire comprendre au lecteur au fur et à mesure de notre écrit que oui, il va falloir avoir un certain background pour comprendre ce qu'on écrit. Pour revenir aussi à cette question de réfléchir à une preuve, je pense que le fait de devoir l'écrire en anglais, car oui, quand on écrit un article de recherche, ça va être en anglais. En tout cas en ce moment, à l'heure où je fais cette vidéo, on écrit les articles de recherche en anglais, car on considère que l'anglais c'est la langue internationale avec laquelle on peut discuter avec n'importe quel chercheur. Il fut un temps où on pouvait accepter aussi des articles plutôt écrits en français. Et je pense que même certains journaux peuvent encore accepter certains articles écrits en français. Mais ça se fait de plus en plus rare. Généralement, les articles de recherche, on les écrit directement en anglais pour se faire comprendre du plus de monde possible. Ou en tout cas, avoir plus de chances de se faire comprendre par un plus grand nombre possible. Et donc je pense que le fait d'écrire en anglais, ça aussi, ça amène à devoir réfléchir davantage à la preuve. Parce que oui, on est donc amené à reformuler notre façon de penser dans une autre langue que la sienne. Et ça, je pense que c'est un avantage du fait de ne pas être un anglophone. Parce que finalement, ça nous amène à réfléchir encore plus à la façon avec laquelle on veut expliquer les choses. Et cela donc demande encore plus de temps. Une fois que le contenu mathématique est le plus clair possible, après c'est pas forcément une obligation que l'écriture des preuves soit le plus clair possible pour pouvoir faire l'étape suivante, mais généralement il faut quand même être relativement satisfait de ce qu'on a écrit pour les preuves avant de se lancer à écrire les autres points de l'article. Donc les autres points, ça va être devoir rappeler des notations. Par exemple, si on utilise des notations particulières dans les preuves, c'est très important de les avoir introduites plus tôt. Surtout si ce ne sont pas des notations conventionnelles. Alors sachant qu'en plus, on est en train d'écrire des mathématiques qui peuvent encore évoluer dans le temps, il n'est pas impossible qu'on utilise une notation qui n'a pas encore de standardisation. Par exemple, il existe bien des conventions d'écriture pour ce qui est par exemple la dérivée ou pour ce qui est l'intégrale, etc. Mais dès qu'on va introduire des outils qui sont plus ou moins nouveaux, alors ça peut être nouveau parce que c'est plus ou moins récent, mais ça peut être aussi nouveau au sens où on est obligé nous-mêmes d'introduire de nouveaux outils. Eh bien c'est important de introduire ces notations à un moment ou à un autre dans notre écrit. Et je pense que ça peut être la deuxième étape dans notre processus d'écriture, de se poser la question, ok, il faut que je fasse en sorte que les notations soient bien toutes introduites. Et on en profite aussi pour créer sa bibliographie. Alors, peut-être qu'on y a déjà pensé quand on écrit la preuve, parce que généralement, les points importants dans la preuve peuvent venir d'idées ou de résultats qui viennent d'autres articles. Et dans ce cas-là, on commence à créer sa bibliographie pour l'article. Mais si ce n'est pas déjà fait, ça peut être la deuxième étape à faire. La deuxième étape est donc en effet à la fois de travailler les notations, de vérifier l'introduction de toutes les notations, mais aussi la bibliographie. Commencer à introduire les différents articles ou résultats dont on a besoin pour pouvoir démontrer le résultat que l'on souhaite démontrer. On peut aussi ajouter d'autres références qui ne serviront pas tout de suite. Des références auxquelles on peut penser quand on réfléchit un petit peu à comment on voudrait introduire le sujet. Ou également quand on commence à penser aux résultats qu'on aimerait mentionner, même si ces résultats ne sont pas forcément d'une importance capitale pour pouvoir démontrer le résultat dont on veut parler. Et donc ça va donner des parties où on va rappeler le vocabulaire important. Pour vous donner un exemple avec mon article, on est obligé, quand on travaille avec les carquois, de devoir à chaque fois rappeler qu'est-ce qu'un carquois, qu'est-ce qu'on entend par un carquois, quels sont les points importants qu'on risque de supposer sur notre carquois, que notre carquois est fini par exemple. Le fait que l'on travaille avec un corps algébriquement clos, il va falloir également rappeler la notion d'algèbre de chemin, il va falloir rappeler les notions de représentation, etc., etc. Bref, il y a des rappels qu'on n'est pas obligé de faire à 100%, mais il y en a d'autres qui sont vraiment standards pour n'importe quel article dans le domaine dans lequel on travaille. Et donc je pense que ça, c'est important d'y mettre un point d'honneur pour dire oui, il faut les mettre. Surtout s'il s'agit de l'écriture d'un premier article. Parce que ce premier article, c'est un début où on commence à faire ses armes et on essaie de mettre en avant qu'on est capable de rassembler les connaissances minimales suffisantes pour pouvoir démontrer les résultats que l'on souhaite démontrer. Et donc ça va donner aussi différents blocs de définition.
Donc moi là, par exemple, j'ai décidé de faire des blocs de définition pour ce qui est les représentations cordes, ce qui est les représentations bandes, etc., etc. Alors c'est bien aussi que je vous parle un peu de la différence entre ce qu'on appelle lemme, proposition et théorème. Parce que ça a son importance par rapport à ce qu'on veut raconter dans l'article. Ce qu'on va appeler lemme, c'est plutôt un petit résultat qui pourra servir pour démontrer un plus gros résultat. C'est pour ça que généralement, quand on parle de lemme, on dit aussi lemme technique. C'est un petit résultat qui, pas toujours, mais souvent, demande une petite preuve, au plus une demi-page, et qui est une espèce de rouage dans tout le mécanisme de la preuve. Et puis ensuite, on a des propositions. Alors les propositions, elles, demandent un petit peu plus de background. Généralement, la taille des preuves peut varier, peut-être un peu plus d'une page. Et souvent, ces propositions font appel à de précédents résultats, des lemmes ou des propositions qui ont été faits au préalable. Et puis ensuite, on a le théorème. Alors le théorème, on peut peut-être avoir plusieurs théorèmes dans un article, mais généralement, avec cette règle d'unicité dont je vous ai parlé plus tôt, eh bien, on va finir avec un seul théorème dans l'article. Le théorème, c'est censé être le résultat principal ou les résultats principaux. Alors bien sûr, on a les corollaires qui sont les conséquences de certains résultats, propositions, lemmes ou théorèmes. Mais bon, ça, on n'en abuse pas tant que ça, les corollaires. Généralement, c'est plus des questions de, voilà, il faut essayer de faire des briques de base, un peu comme si on faisait une construction en Lego, des lemmes, des propositions et éventuellement de théorèmes pour démontrer le gros théorème que l'on souhaite démontrer. Après avoir fait ces différents points, et donc avoir bien structuré ces preuves, avoir commencé à bien introduire les différentes notations dont on a besoin, quitte à faire donc de nouvelles sections, et avoir commencé à bien remplir sa bibliographie, il faut commencer à se poser la question, est-ce que le tout est cohérent? Est-ce qu'en effet, on a raconté ici une assez belle histoire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas compléter? Peut-être avec des remarques, peut-être avec des exemples, peut-être avec des dessins. Donc là, il faut essayer de réfléchir à ce moment-là à où il pourrait être pertinent d'ajouter des exemples. Donc une fois que la cohérence du récit est plus ou moins OK, on peut en effet commencer à introduire les exemples ou à introduire des remarques. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, j'aime bien essayer de me rendre compte à quelle partie il va falloir ajouter des dessins ou il va falloir ajouter des exemples. Alors il peut arriver, ça peut dépendre aussi des résultats que l'on cherche à démontrer, qu'on ressente nous-mêmes le besoin d'introduire des dessins pour les preuves ou les lemmes ou les propositions ou les définitions qu'on aimerait amener. Et donc déjà de nous-mêmes, on aura ajouté des exemples ou des figures dans l'article. Il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est suffisant pour que quelqu'un d'autre qui se mette à lire l'article soit plus ou moins satisfait et arrive à comprendre ce qui est écrit? Encore une fois, quand je dis quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui travaille dans le même domaine que nous. C'est vraiment... L'écriture d'un article, c'est vraiment presque comme l'écriture d'un livre. C'est un processus très long. Et généralement, la réflexion, comme je l'ai dit, toutes les questions qui nous passent à travers la tête, cette réflexion, elle est intense. On se pose beaucoup de questions quant à la cohérence du récit, quant à nos preuves, etc., les différentes définitions. Est-ce qu'on a bien amené les choses comme on le voudrait, comme il le faudrait? C'est pour ça que l'écriture d'un article peut vraiment prendre énormément de temps. Là, pour reprendre l'exemple de mon premier article, ça a pris un an, un peu plus d'un an. Et tout simplement parce que, ok, il y avait les premières idées de preuves, mais au fur et à mesure, eh bien, on s'est rendu compte que ces premières idées n'étaient pas tout à fait correctes. Qu'il fallait donner plus de détails, qu'il fallait rentrer un peu plus dans le vif de certains points du sujet. Notamment, il a fallu manipuler la topologie de Zariski. Et ça n'a pas été si évident à faire. C'est clairement pas comme résoudre un exercice pour un cours, ou même un devoir maison, si je repense à les choses classiques qu'on fait quand on est en prépa ou autre. Ça ressemble plus déjà à l'écriture d'un mémoire, plutôt plus à un mémoire de maîtrise, un mémoire dans lequel on a apporté notre propre réflexion, notre propre façon de voir les choses. Et donc tout ça demande énormément de temps. Quand j'y réfléchis, je me dis qu'en fait, quasiment tous mes articles ont demandé beaucoup de temps dans leur écriture. Je pense peut-être en moyenne, ça doit être un an, peut-être un tout petit peu moins, mais vraiment un an d'écriture. Tout simplement parce qu'on va réfléchir au choix des mots, au choix de notre façon d'écrire les choses, et encore une fois au choix de comment on a décidé d'expliquer les choses. Et donc pour reprendre l'exemple de mon premier article, oui, il y a des questions concernant la topologie de Zariski qui sont intervenues et qui ont plombé un petit peu les premières preuves qui étaient écrites.
peut-être un peu moins de 5 mois, j'allais pouvoir sortir ce premier article, mais il n'en a été rien finalement, puisqu'il y avait beaucoup de détails qu'il fallait apporter, et notamment ces questions de topologie de Zariski. Et donc je pense que si on passe à travers mon premier article, on peut comprendre, quand on rentre dans la section 3 de la preuve, eh bien on se rend compte qu'il y a énormément de lemmes techniques dans lesquelles il faut s'embarquer pour bien comprendre le résultat final. Et ces lemmes techniques, très majoritairement, étaient dues à ces problèmes vis-à-vis de la topologie de Zariski. Il peut toujours y avoir des imprévus en pleine écriture d'articles. Des choses qu'on pensait vraies de prime abord, mais qui finalement sont peut-être encore vraies, mais qui demandent beaucoup plus de détails pour que les choses soient claires et les choses soient assurées d'être vraies. Alors aussi, autre petit tips concernant ma méthode d'écriture, j'aimais bien essayer d'écrire différentes versions du même article. Je commençais par une première version dans laquelle je commençais à écrire les premières preuves, les premiers résultats, quasiment tout le contenu mathématique de base. Et après, je faisais un autre fichier à part avec une deuxième version et je reprenais mon contenu mathématique brut et je commençais à le remplir, à le décorer en ajoutant les définitions, les points importants, les notations, etc. Et puis une fois que je suis arrivé à la fin de cette deuxième version et que bon, j'étais pas encore entièrement satisfait de ce que j'avais écrit, je relançais une troisième version, etc. jusqu'à arriver à une version qui me satisfait. Et c'est encore ce que je fais aujourd'hui quand j'écris des articles. J'aime beaucoup commencer à me dire, ok, si je veux bien relire ce que j'ai fait dans la première partie, ou si je veux pouvoir m'amuser à bien remodifier l'article de fond en comble. Alors c'est ça aussi l'avantage quand on réécrit un article en partant sur un autre fichier, c'est qu'on repart d'une feuille vierge. Et puis sur cette feuille vierge, on repose les idées de manière plus structurée que la première fois qu'on a écrit les choses. En tout cas, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que j'aime travailler. Ce côté de je vais reprendre les Lego que j'avais essayé de construire dans un premier article et puis je vais essayer de les réimbriquer d'une façon plus ou moins similaire, mais je vais ajouter de nouveaux décors, de nouveaux morceaux. Alors une fois que ces premières étapes, donc les résultats et l'écriture des différents lemmes, propositions, théorèmes, une fois qu'on a introduit tout ce qu'il nous faut, les notations, les définitions, les précédents résultats. Alors d'ailleurs, en reparlant des notations, on peut aussi se reposer la question sur la consistance de l'utilisation des notations. Est-ce que ces notations, on les utilise qu'une seule fois ou est-ce qu'on les utilise plusieurs fois? Et se dire que si on les utilise qu'une fois ou deux, eh bien on pourrait très bien éviter d'utiliser la notation. Et peut-être d'autres petites choses, comme je l'ai dit, les figures, la bibliographie, etc. Eh bien, quand on pense arriver quasiment au bout de ce qu'on avait à apporter, il nous reste donc à écrire l'introduction. Et oui, l'introduction, c'est encore une fois la dernière chose qu'on doit écrire. Exactement comme pour une dissertation de philosophie. Et donc, dans cette introduction, on ne va pas oublier de rappeler le contexte dans lequel s'inscrit notre recherche. Donc, c'est-à-dire rappeler le domaine à peu près général, pas forcément trop général, mais suffisamment général pour englober le résultat dont on veut parler. Réénoncer peut-être les différents résultats historiques qui peuvent amener à s'intéresser à ce type de domaine, puis progressivement arriver à pouvoir énoncer une toute première fois notre gros résultat. Alors là, on va utiliser des références à foison. On va pas s'amuser à réécrire d'autres définitions, ça déjà ça a été fait. En tout cas, on a écrit les définitions dont on avait vraiment besoin, toutes les notations d'ailleurs qu'on avait vraiment besoin. Là, ici, je parle de rappeler un contexte général et rappeler les différentes motivations de ce contexte. Et donc là, on va utiliser les références à foison, comme j'ai dit. Et on va pas hésiter à dire, si tu veux en apprendre plus, regarde cet article-là. Si tu veux en apprendre plus sur tel autre sujet, regarde ces articles-là. Beaucoup de gens se sont intéressés à tel sujet, paf, référence. Il y a eu tel résultat important sur tel domaine, paf, référence. Bref, référence, référence, référence. On essaie de s'assurer que le tout soit le plus cohérent possible pour pouvoir petit à petit amener notre propre résultat. Notre propre construction au milieu de toutes les grosses constructions qui se sont faites jusqu'à maintenant en mathématiques. Et éventuellement, exactement comme pour une dissertation de philosophie, on peut évoquer un plan. Alors c'est pas une obligation parce que généralement dans les articles, on aime bien mettre le plan au tout début de l'article. Donc généralement, on a pour la plupart des articles, si vous tapez sur Archive tous les articles qui sont sortis même récemment, vous allez voir très souvent que vous avez le plan de l'article qui s'affiche, pour ainsi dire, à la première page de l'article. Donc c'est pas forcément une obligation, mais ça peut être intéressant de faire cet exercice, peut-être pour essayer d'expliquer un tout petit peu plus le contenu de chacune des sections de notre article.
Et à la toute fin, on n'oublie pas aussi d'écrire l'abstract. L'abstract, c'est censé être une version encore plus condensée de l'introduction et qui servira de tête d'affiche pour n'importe qui verrait peut-être l'article sortir. Car oui, sur Archive, il y a la possibilité de ajouter son mail au milieu de tous les mails qui vont recevoir les nouveaux articles qui vont sortir dans tel ou tel domaine. Et donc à ce moment-là, on va recevoir éventuellement un mail. Alors, je ne sais plus tout à fait la fréquence, ça peut être une fois par semaine, ça peut dépendre. On va recevoir un mail avec les différents intitulés des articles qui sortent. Et si on veut, parce qu'il y a peut-être un titre qui nous intéresse plus que d'autres, si on veut en savoir davantage, on peut commencer à lire l'abstract. Donc cet abstract, c'est censé être une espèce de publicité du contenu de notre article. Et à la toute fin, on peut ajouter des remerciements. C'est assez usuel d'ajouter des remerciements dans un article et ça peut ne pas être très très long. Souvent ces remerciements, quand on est thésard, c'est tout simplement de remercier notre encadrant, de remercier peut-être les bourses qui nous ont permis de nous financer pendant la thèse, et peut-être d'autres personnes extérieures s'il y a d'autres personnes avec qui on a interagi, qui nous a permis d'évoluer dans notre réflexion personnelle autour du sujet. Et voilà, vous avez terminé votre premier article à la fin de tout ça. Et il reste à le déposer. Et généralement, on va le déposer sur Archive et tout autre site qui peut être aussi utile à mettre en ligne. Généralement, en mathématiques, on aime bien faire des pré-publications et de partager ces pré-publications pour permettre à un maximum de personnes de faire savoir qu'on a tel résultat et éventuellement de permettre à des gens de lire une première fois l'article et de nous faire savoir si ils notent qu'il y a 2-3 choses qui sont importantes peut-être à préciser, qui ne sont pas dans la version qu'on vient de déposer. Et puis, ce qui va suivre, ça va être une première soumission à un journal. Je dis bien première parce que ça peut arriver, ça aussi c'est un assez long processus. Ça peut arriver que notre choix de premier journal ne soit pas le bon et qu'il faille faire plusieurs soumissions à différents journaux afin de trouver le journal qui pourrait accepter de publier notre article parce que cet article rentre dans le type de thématique de recherche du journal en question. Et puis il y a aussi des questions de niveau de journal, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. À savoir que l'acceptation à une publication, c'est un peu comme un tampon, un certificat d'authenticité de notre résultat. Parce que là, à ce moment-là, on sait que ça aura été lu par d'autres gens, des gens qui sont assez familiers au domaine dans lequel nous travaillons et qui n'ont pas travaillé finalement dans ce résultat, dans l'établissement de ce résultat. Et qui peuvent donner donc un avis un petit peu détaché du résultat que nous avons obtenu et donc s'assurer que les différentes preuves sont correctes, qu'il n'y ait pas une erreur qui pourrait se cacher derrière tout ça. Et ça, c'est le travail d'arbitre. Alors, dernier point qu'il me faut aussi mentionner sur l'écriture d'article, parce que là, je vous ai parlé de l'exemple d'écriture d'article pour une seule personne. Donc, c'est-à-dire quand on est seul, face à soi-même aussi, mais surtout face à l'écriture d'un article. Et ça peut arriver qu'on écrit des articles en collaboration. Et donc, j'aimerais juste dire quelques mots en plus. Quand on travaille sur l'écriture d'un article en collaboration, alors ce qui arrive, c'est qu'on essaie de se répartir les tâches à effectuer dans cette écriture. Telle personne va s'occuper de telle section, telle autre personne va s'occuper de faire les figures dans telle autre section, etc. etc. Telle autre personne va avoir la tâche d'essayer d'écrire l'introduction. Et on se donne des rendez-vous réguliers. Généralement, ça peut être une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Et donc, durant ces rencontres, on essaye de partager ce qu'on a pu faire depuis la dernière fois. Et puis, on essaie de se redonner d'autres objectifs qu'il faut essayer d'atteindre pour la prochaine fois. Cela permet donc d'échelonner notre façon d'avancer dans l'écriture d'articles jusqu'à arriver à la forme plus ou moins finale de l'article. Et on essaie de se mettre d'accord aussi sur les deadlines. Ah, les fameuses dates limites. Donc ça aussi, c'est important dans l'écriture d'un article, et que ce soit en solo ou en collaboration. C'est important d'essayer de se dire, ok, j'aimerais bien que l'article que je voudrais écrire sur tel résultat sorte aux environs de telle date. Alors généralement, ça ne va pas se passer comme prévu et vous n'allez pas réussir à respecter votre date limite. Mais le fait de se donner ce genre d'objectif, ça nous permet de nous motiver et d'avancer dans l'écriture de l'article. Et ce, même si on n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est pas grave. L'objectif va être un tout petit peu décalé. On va se dire, bon ok, ça a mis tel temps pour arriver à telle forme de notre article. On pourrait se dire, bon, on pourrait peut-être atteindre la forme finale d'ici tel autre moment.
Et ainsi de suite, jusqu'à un moment donné où on va arriver à une forme qui va nous plaire et dont on va être satisfait de pouvoir le mettre enfin à disponibilité de tout mathématicien qui le souhaite. Alors c'est pas non plus la peine de chercher la perfection absolue dans l'écriture d'un article. On va se mettre d'accord que la perfection absolue, ça n'existe pas. Donc c'est pas très grave si on n'a pas réussi à corriger toutes les coquilles. C'est pas très grave si on n'a pas réussi à corriger toutes les petites erreurs qui se cachent dans l'article. Mais ce qui est important, c'est le contenu mathématique. Il faut s'assurer que ce contenu mathématique soit le plus clair possible, soit le plus compréhensible possible et dont la preuve la plus irréfutable possible. Comme je l'ai dit, il faut que n'importe quel mathématicien qui va se mettre à lire cet article, n'importe quel mathématicien qui travaille dans un domaine voisin ou l'autre, soit convaincu de cette écriture d'article et soit convaincu du contenu. Et c'est vraiment le cœur de la communication mathématique. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire ? Je pense que oui, hein, j'ai terminé. Pas sûr. Mais bon, je pense avoir dit au moins les points les plus importants qu'il fallait mentionner. Vous avez là l'explication globale, en tout cas de mon point de vue, de comment fonctionne l'écriture d'un article. Et je pense que vous l'aurez compris, c'est très loin d'être évident. Et cela peut prendre plusieurs mois, voire même des années pour qu'un article sorte. Entre le moment où on commence l'écriture et le moment où on le termine et on le dépose sur Archive. Et il y a encore tout un temps derrière jusqu'à ce qu'il y ait la publication. Donc il peut y avoir encore quelques modifications qui vont être apportées d'ici là. Mais voilà, vous avez une vue globale de ce que peut être le processus d'écriture d'un article de recherche. Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit, je suis passé outre les technicités et tout ça. Je pense que j'en ferai une vidéo à part. Pas tout de suite, hein. Je pense que on va avancer assez bien déjà dans les vidéos d'une vie de mathématiques avant d'en reparler. Bref, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par le contenu de la chaîne ou par cette vidéo en particulier. Notamment si vous connaissez des camarades qui sont en train de démarrer leur thèse ou qui sont en pleine thèse et qui notamment ont un travail d'écriture d'articles à faire. Là ici, j'ai bien sûr pris l'exemple des mathématiques, mais je pense que pas mal de choses que j'ai pu expliquer ici peuvent servir pour d'autres gens qui font des recherches différentes de moi, que ce soit en physique, en informatique ou peut-être même dans d'autres domaines, c'est peut-être pas impossible. Bref, ici, ça sera donc pour me soutenir, ici, ça sera pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette, de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne, et sur ce, portez-vous bien, et à très bientôt. Tchuss!